Je sais que ça va en énerver plus d'un, mais le quiet quitting, aussi appelé abandon silencieux, est une connerie, mais à plusieurs niveaux. Tout d'abord, tous ces consultants-là qui vendent ça comme une nouvelle dynamique post-Covid, c'est complètement faux. Les gens pratiquent le quiet quitting, ou peu importe comment vous voulez l'appeler, là, depuis l'aube de l'humanité. Au début de ma carrière, il y a plus de 30 ans, j'avais un mauvais patron et les gens le savaient. Un jour, deux anciens de 50 ou 60 ans m'ont invité à déjeuner pour me donner quelques conseils. Et vous savez ce qu'ils m'ont dit? Ils m'ont dit: ne sois pas stupide et ne démissionne pas. Ce que tu dois faire, c'est le strict minimum. Et finalement, ils viendront te voir, te licencieront et te donneront une belle somme d'argent pour que tu partes. C'est comme ça qu'il faut faire. Cela ressemble à une suggestion de quiet quitting, même si nous n'avions pas le terme branché à l'époque. Le fait est que ce conseil a été donné il y a 30 ans par des hommes qui avaient déjà 30 ans de carrière à l'époque. Ce qui veut dire que le concept était déjà bien vivant depuis des décennies. Alors arrêtons maintenant une bonne fois pour toutes de prétendre que c'est quelque chose de nouveau. Cela existe depuis toujours. La deuxième raison pour laquelle le quiet quitting est une absurdité absolue, c'est parce qu'il est enraciné dans une mentalité de victime, avec quelqu'un qui n'a pas assez de fierté, de discipline et de persévérance pour surmonter les moments difficiles. Leur première action est donc de quiet quitter. Et il n'y a pas d'honneur là-dedans. Quand ces anciens m'ont dit de simplement me laisser aller et d'attendre une récompense, est-ce que je l'ai fait? Non. Je suis rentrée chez moi et j'étais certes abattue pendant un jour. Et ensuite, je me suis rappelé la philosophie de mon père qui travaillait dans des emplois épouvantables. Mais lui, il disait: si j'accepte un travail, je me dois à moi-même et à tous ceux qui m'entourent de donner le meilleur de moi-même chaque jour. Si vous acceptez un travail, faites-le à 100%. Les mauvais patrons vont et viennent et vous risquez toujours d'avoir un mauvais patron. Arrêtez de vous plaindre, faites votre travail et soyez fiers de votre travail. Le mauvais patron finira par partir. Ne laissez jamais un mauvais patron se mettre en travers de vos rêves, de votre motivation, de vos principes. Vous contrôlez votre destin. Donc après une journée à traîner et à penser à démissionner, je me suis toujours rappelé la sagesse de mon père et je me suis relevée, je me suis battue et je m'en suis bien sortie. Je n'ai jamais laissé tomber. Et pour ceux qui le font, quelle façon déshonorante de travailler. Cela signifie que vous acceptez un emploi, que vous vous reposez sur vos lauriers et que vous continuez à percevoir un salaire. Comment peut-on respecter cela? Sachez que les meilleurs s'automotivent toujours. Et sachez que les gens remarquent quand quelqu'un quiet quit. Et c'est comme ça que l'on se forge une réputation, même celle dont on ne veut pas. J'ai eu des patrons qui m'ont humilié, qui m'ont critiqué, qui m'ont fait me sentir mal, qui m'ont même fait pleurer. Et je ne les ai jamais laissés gagner. Je n'ai jamais abandonné et réduit mes efforts. J'ai plus de fierté que ça. De la fierté dans mon travail et de la fierté dans ma réputation. J'ai été dans cette situation une demi-douzaine de fois au cours de ma carrière. Et je suis toujours sortie vainqueur. La réputation compte. Les principes comptent. Je ne vais pas devenir une victime et pleurer sur une culture toxique ou un mauvais patron. Il y a des mauvais patrons partout et dans toutes les grandes entreprises. Dans la vie, tu dois apprendre à traverser cela, à ne pas te défiler et à ne pas quiet quitter. Pensez ce que vous voulez, allez-y, pensez ce que vous méritez tous de quiet quitter et qu'il n'y a rien de mal à ça. Blâmez votre employeur. Mais soyons clairs, un quiet quitter à la fin de la journée n'est qu'un autre démissionnaire. Et les démissionnaires ne gagnent rien. Alors, on va clarifier une chose, ce texte, il n'est pas du tout de moi. Okay. C'est un texte que j'ai repris et traduit dans un post que j'ai vu sur LinkedIn. Et vous retrouverez d'ailleurs le lien original vers ce post dans les notes de l'épisode. Ce texte, en fait, il a été le point de départ parfait pour lancer Adrien Fillon dans notre débat du jour, le quiet quitting. Donc, bienvenue dans l'épisode 2 de notre série Opinion impopulaire. Et si vous n'avez pas encore écouté le premier épisode, je vous invite d'ailleurs à y jeter une oreille. Je sais pas si ça se dit, mais j'aime bien l'expression. Allez, en tout cas, je vous en dis pas plus sur l'épisode et je laisse la place à la réaction d'Adrien à la suite de la lecture de ce texte. Juste une dernière chose, j'ai juste un élément supplémentaire à rajouter. Je suis vraiment désolée, pendant les 15 premières minutes de l'épisode, il y a un petit oiseau qui nous a accompagnés pendant tout l'échange. Donc on l'entend vraiment pendant 15 minutes, j'ai pas réussi à l'enlever, je suis désolée si ça vous agace à l'écoute de l'épisode. Si jamais vous pouvez passer juste les 15 petites premières minutes et après c'est bon, on ne l'entend plus. Voilà, donc c'est juste une petite excuse pour ça, mais après vous inquiétez pas, ça va et on est beaucoup mieux au niveau du son.
C'est bon, cette fois je vous laisse vraiment avec la suite de l'épisode. Je trouve que ce texte, il est vraiment très intéressant pour parler du quiet quitting et pour parler de tous les problèmes que ça peut engendrer et de tous les questionnements que ça peut engendrer sur le monde de l'entreprise. J'avais noté au moment où tu m'as envoyé ce texte beaucoup de petits commentaires à faire et qui vont pouvoir permettre comme ça d'enrichir notre discussion. Alors je commence. Je trouve déjà qu'il y a toute une question de définition de quiet quitting parce que au début il va parler du quiet quitting en disant que ses collègues il y a 30 ans lui disaient de faire le strict minimum. Elle dit faire du quiet quitting, c'est faire le strict minimum. Mais c'est quoi le strict minimum? Je pense que déjà en définissant ça aide à mieux comprendre ce que peut signifier le quiet quitting. Est-ce que finalement ça signifie faire son travail normalement sans plus, ou est-ce que ça va signifier impacter son équipe ou impacter son travail qu'on est censé faire en faisant moins que possible? Et en fait, il est assez flou ce texte vis-à-vis de ça, parce que parfois il dit en fait ça signifie juste faire son travail mais rien de plus, puis parfois il va plutôt dire oui mais ça impacte les autres. Et en fait dans tous les métiers il y a des métiers dans lesquels c'est plus fort que d'autres, mais dans tous les métiers faire son travail c'est quand même une notion assez floue. Alors je vais donner un exemple que je connais bien, c'est-à-dire mon métier d'enseignant-chercheur. Quand tu es, je vais juste prendre enseignant parce que chercheur, on pourrait faire la même chose, mais c'est peut-être un peu moins parlant. Mais quand on est enseignant, ce qu'on doit faire, c'est être présent auprès des élèves pour enseigner. Donc c'est faire ses heures quelque part. C'est-à-dire on doit enseigner 32, 36, 70 heures par semestre. Et donc, il faut être physiquement présent là pour enseigner. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que il faut préparer ses diapositives ou pas. Mais du coup, c'est du temps en plus. Est-ce qu'il faut bien préparer ses diapositives ou pas? Est-ce que il faut remettre à jour ses diapositives tous les ans ou pas? Est-ce que on est obligé d'avoir des diapositives ou pas? Là aussi, la question se pose, même d'un point de vue d'enseignement. Est-ce que les diapositives sont essentielles ou même intéressantes pour enseigner? Mais ce sera un autre débat. Ah, mais on en a un petit peu parlé dans le premier podcast qu'on a fait ensemble. Oui, tout à fait. Oui. Et on a dit que c'était pas forcément terrible. Mais est-ce que finalement mettre des vidéos où des gens parlent à notre place, ça c'est la même chose ou pas, etc., etc. Donc c'est vraiment des questions à se poser. Finalement, ça veut dire quoi faire son travail? Et donc pour 1 heure d'enseignement, qu'est-ce qui se passe effectivement dans cette heure d'enseignement? Et combien d'heures j'aurais passé en amont pour préparer cette heure pour s'assurer qu'elle se passe de la meilleure manière possible pour l'élève? Donc on voit bien là qu'on peut très facilement en faire plus pour que d'un point de vue effectif, il se passe la même chose. Alors du coup, qu'est-ce que tu dirais toi sur c'est quoi faire son travail? Parce qu'en vrai, la question, elle est vraiment intéressante. Parce qu'on pourrait se dire, si on se limite à ok, c'est quoi faire son travail, ça serait respecter ce qu'il y a dans son contrat de travail. Mais est-ce qu'on peut mettre tout ce qu'on doit faire dans son métier dans un contrat de travail? Moi, je pense pas, parce que t'as trop de choses et d'autres choses qui évoluent, etc. Donc dans ce cas-là, c'est quoi faire son travail? Moi, j'aurais 2 manières de penser les choses. La première, dont je vais parler après, ce sera qu'en fait, le travail est toujours défini vis-à-vis des attentes et n'est pas défini en fonction du contrat de travail. Mais il y a un deuxième point qui me paraît fondamental pour discuter avant tout des attentes, mais surtout pour discuter en fait de la manière dont on a de penser le travail minimum, le strict nécessaire dans le travail. C'est en fait la notion qui est dans le texte, où il dit si vous acceptez un travail, faites-le à 100%. Et moi j'aime bien ça parce que faire un travail à 100%, ça me fait un peu penser. Je sais pas si t'es très sportive, moi je suis pas du tout sportif, donc c'est des notions que je me souviens de PS, mais que je n'ai jamais pratiqué. Comment ça s'appelle, de fréquence cardiaque maximale. On te dit en fait si tu veux courir, tu fais de la course à pied ou de l'endurance, etc. Il faut que tu atteignes un point, si tu veux courir longtemps et bien te muscler et que ce soit pas néfaste pour ton corps, etc. Il faut que tu arrives à un point où tu puisses toujours continuer à parler
sans te fatiguer, mais que ce soit vraiment la limite. Et donc, en fait, dans la fréquence cardiaque maximale, c'est à 80%. Ok? Sauf que, lui, ce qu'il dit, c'est qu'il faut aller à 100%. Et en fait, quand on parle de fréquence cardiaque maximale, quand on va à 100%, c'est être à bout de souffle ou être à la limite de l'explosion. Et donc, la question qu'on pourrait se poser, si on utilise cette métaphore, c'est finalement, est-ce qu'il faudrait pas toujours être à 80% de son travail pour pouvoir tenir sur la longueur? Alors que si on est à 100% de son travail, au final, il y a un moment donné où on explose. Je trouve que c'est important de parler de ça, de fait de dire, en fait, ce 100%, il est par rapport à quoi et c'est quoi nos attentes vis-à-vis de ce travail sur le court terme ou sur le long terme. Et alors là, si on reprend le livre dont on a parlé la dernière fois, quand on parle de projet, l'objectif, c'est de mener à bien son projet. Et du coup, l'objectif est très rarement un objectif long terme. Sauf qu'un objectif de travail, normalement, il est censé quand même être un objectif long terme. Moi, mon objectif de ma vie, c'est d'être en bonne santé le plus longtemps possible. Et donc pour ça, quelque part, faut pas que je me donne à 100% dans mon travail aujourd'hui. Il faut que je me donne un petit peu moins pour pouvoir me le donner plus longtemps. Ok, mais alors ça se concrétise comment en faire un peu moins? Parce que quand on parle de quiet quitting ou quand tu dirais à n'importe quel gestionnaire, directeur d'entreprise, en fait, moi, en tant qu'employé, je vais donner que mon 80%, on va dire, dans ce cas-là, je te donne que 80% de ton salaire si tu me donnes pas tout ton 100%. Parce que surtout que là, on est dans un monde concurrentiel dans l'entreprise. Oui. Donc, s'il y a une entreprise qui dit, ah ben oui, moi, je peux, durer sur le long terme, je veux aussi le bien-être aussi pour mes employés. Et puis j'ai écouté le podcast, tiens, j'ai entendu ça avec Adrien, puis je suis d'accord que les employés prennent aussi du temps pour eux. Puis en plus de ça, je sais que des fois, s'ils prennent du temps pour un peu rêvasser, ça permet aussi plus de créativité, etc. Donc pourquoi pas, on fait ça. Sauf que est-ce que je performerais, la peur qui pourrait être derrière, c'est est-ce que je performerais moins que les autres entreprises qui, elles, veulent que des employés qui travaillent plus que 100% souvent, ce qu'on demande. J'ai même vu une entreprise qui elle, ce qu'elle voulait faire, c'est que tous les 6 mois, les employés augmentent de au moins 50% à chaque fois, dans leur performance. Voilà. Et alors, justement, c'est là où on vient au deuxième point dont je parlais juste avant, c'est les attentes. C'est qu'en fait, le travail, il est jamais défini vis-à-vis d'un point de vue objectif, mais vis-à-vis des attentes. Les attentes du point de vue de l'employé, c'est je suis censé réussir le projet avec les autres employés, mon manager, etc., parce que l'employeur va mettre en place un cadre qui nous permet, si on travaille correctement, de réussir le projet. L'attente de l'employeur, c'est l'employé et l'équipe des employés et du manager vont réussir le projet avec ce que je leur fournis. Que ce soit en termes de compétences, que ce soit en termes de durée, que ce soit en termes de salaire, que ce soit en termes de fonds, etc., etc. Le fait est qu'à chaque fois, dans une société, une vision capitaliste, le projet, il est souvent difficilement tenable, difficilement réalisable si les employés se donnent à 80%. Il est déjà difficilement tenable si les employés se donnent à 100%. Parce qu'on leur demande trop de choses à faire, c'est ça? Parce que les attentes de l'employeur sont souvent irréalistes dès la conception du projet. Alors, irréalistes en fonction de quels critères? Moi, je dirais qu'en fait, il y a des critères a priori et des critères a posteriori. Là, ce qui nous intéresse, c'est plutôt des critères a posteriori, c'est-à-dire que factuellement, quand on regarde empiriquement ce qui se passe, beaucoup de projets échouent. Les employeurs disent si les projets échouent, c'est pas parce qu'il y avait un problème au niveau du projet, c'est parce que il y a eu des employés qui faisaient mal les choses, parce qu'il y avait des managers qui ont mal managé, etc., etc. Sans forcément remettre en question le fait que peut-être que dès le début il y avait un problème, que ce soit en termes de nombre de personnes qui étaient nécessaires pour réaliser le projet, que ce soit en termes de durée, que ce soit en termes de fonds qui étaient alloués, etc., etc. C'est plus facile de remettre la faute sur des gens plutôt que de remettre en faute soit sur soi-même, soit sur le système qui est autour des gens. Donc ça, c'est les attentes. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que les attentes peuvent tout à fait être différentes. J'ai vu par exemple le cas récemment d'une histoire que j'avais lue où une personne qui a fait un burn-out a été remplacée par 2 personnes et qui n'arrivait pas à faire le travail de cette première personne. Mais ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est les attentes. C'est-à-dire, on avait les attentes que cette personne-là était capable de faire les choses sans tomber. Elle est tombée. Et du coup, on se dit, nos nouvelles attentes, c'est que 2 personnes soient capables de faire la même chose sans tomber. Elle tombe aussi. Et donc, en fait, les attentes peuvent être complètement différentes. On peut dire, cette personne-là est capable de faire ce boulot. Mais pour ce même boulot, 2 personnes peuvent être capables de le faire. Mais est-ce qu'elles font 50%
est-ce qu'elles sont à 50% de leur capacité, ces deux personnes, pour faire le même travail que l'autre personne qui était à 100%? Bah, peut-être pas. Peut-être que l'autre personne a été à 250% et qu'elle a vraiment explosé en vol, et que ces personnes-là, bah, elles sont à 130%, bah, elles explosent aussi. Donc c'est vraiment la notion même de du travail, de ce qu'on attend en termes de performance de travail, ne dépend pas du travail en lui-même, mais dépend des attentes des individus. Je pense que ça, c'est vraiment une notion qui est essentielle. Et quand on parle de quiet quitting, la question à définir, là, c'est quelle est notre base, notre référence? Quelle est la normalité? Est-ce que la normalité, c'est de faire le travail basique, ce qu'il appelle le strict minimum? Et donc, quiet quitting signifie euh, en faire moins que en faire moins que le strict minimum? Ou alors, est-ce que la base, c'est d'en faire plus, et le quiet quitting signifie en faire moins qu'en faire plus? Et donc finalement, travailler normalement, ce serait déjà du quiet quitting. En fait, tout dépend de où est-ce qu'on place la normalité. Et en fait, lui, dans son article, il place la normalité comme étant en faire toujours plus. Pourquoi? Parce qu'il y met une valeur morale. La valeur morale qu'il met, c'est il faut être fier de son travail, ne pas en faire plus, c'est déshonorant, c'est des termes qu'il utilise, qui est vraiment cette logique de mentalité individualiste, qui est en fait on travaille ni pour son employeur, on travaille pas pour l'entreprise, on travaille pour sa réussite personnelle en démontrant qu'on est capable de mener à bien les projets dans lesquels on s'engage. Ce qui est vraiment une logique purement capitaliste. Écoutez le dernier épisode si vous voulez apprendre plus sur les projets, mais vraiment la logique du troisième esprit du capitalisme, c'est les projets. Et donc, en tant qu'individu, si on veut réussir dans la vie, il faut mener à bien ses projets, et il faut continuellement au cours de sa vie mener à bien des projets de plus en plus ambitieux. Et donc, on est vraiment dans cette logique que le travail émancipe. Et il dit d'ailleurs par la suite, il ne faut pas laisser un mauvais patron se mettre en travers de ses rêves, de ses motivations et de ses principes. En fait, quand tu demandes aux gens, la plupart de leurs rêves, de leurs motivations et de leurs principes ne sont pas en lien avec le travail. Oui, mais alors dans ce cas-là, on fait comment? Imaginons, t'es dans une entreprise, t'as une équipe, etc. Et puis, toi, t'es un individu qui, alors, quiet quit avec la définition que tu as donnée, c'est-à-dire que tu fais le strict minimum. Le strict minimum, c'est quoi? C'est juste tu réponds aux attentes normales. Donc, t'en fais pas moins, tu fais très bien ton travail, tu réponds juste aux attentes qu'on t'a données, mais sans surpasser. OK? Mais Ouais. dans cette équipe-là, t'es entouré de personnes qui sont plus comme le texte que j'ai lu tout à l'heure, qui veulent toujours se donner à fond. Le jour où il y a des augmentations, le jour où tu dois, changer de poste, est-ce que toi qui as quand même très bien fait, c'est là pour moi la problématique, ouais, suppose toi qui as très bien fait ton travail, qui a répondu aux attentes, mais qui t'es pas surpassé, bah, tu te retrouveras toujours lésé dans une équipe comme ça. Non, en fait, c'est plutôt bon, je vais pas dire c'est plutôt l'inverse, mais c'est pas forcément lié. J'aurais plutôt tendance à dire que dans une vision capitaliste, encore une fois, il y a deux choses qui sont importantes. Mmh. C'est de savoir pour le patron qui est le plus malléable, c'est-à-dire à qui on va pouvoir donner le plus de tâches et à qui on va pouvoir euh, voilà de donner les tâches les plus importantes ou les tâches qui vont nécessiter le plus de flexibilité et à qui on va pas pouvoir le faire. Mais ça, c'est pas forcément lié à des récompenses. Tu l'as dit toi-même juste avant, les marqueurs, les KPI, tout ce que tu veux, Ouais. restent assez flous. En fait, souvent, c'est peut-être un peu cynique ce que je veux dire, j'ai peut-être pas utilisé le terme souvent, mais on a quand même vu un certain nombre de cas où les personnes qui étaient le plus augmentées, c'était pas celles qui travaillaient le plus, c'était surtout celles qui avaient les bonnes relations sociales. Et comme on l'a dit, dans une société capitaliste, dans notre esprit actuel du capitalisme, pour avoir pour avoir accès aux meilleurs projets ou aux projets les plus faciles à réaliser, il faut avoir les connexions sociales. Donc c'est pas forcément les personnes qui travaillent le plus, qui travaillent le plus dur, qui vont recevoir les meilleurs salaires, etc. C'est le cas par exemple, non, ce serait même pas le cas, mais je pensais par exemple dans les métiers du commerce, où clairement, bah voilà, tu vends, je sais pas, tu vends des frigos, bah c'est celui qui vend le plus de frigos qui à la fin a le plus de primes. Mmh. C'est vrai, mais en même temps, ça arrive assez souvent que les clients les plus prestigieux soient réservés à un commercial spécifique qui a l'habitude de ceux qui achètent les très gros frigos de luxe. Et ben, le fait que ce soit réservé à ce commercial-là fait que lui aura forcément une plus grosse prime que les autres, juste parce qu'il était mieux placé dans la hiérarchie à la base.
Donc le travail, en fait, c'est pas nécessaire. Enfin, la quantité de travail ne reflète pas nécessairement la progression dans la hiérarchie sociale ou la progression en termes des primes, etc. Ce qui le reflète mieux, c'est la capacité à obtenir du réseau social. Et pour avoir du réseau social, il faut du temps. Et donc pour avoir du temps, il faut moins travailler. J'ai jamais eu cette réflexion-là. Je trouve ça super intéressant parce que ça va à l'encontre de tout ce qui est dit sur le quiet quitting. Après, Je trouve ça qu'on attend dépend. des personnes à la base. Oui, mais ça dépend en fait de ce que tu définis par moins travailler. Moi, quand je travaillais dans une entreprise de consulting, on voyait bien que ceux qui négociaient les contrats de consulting, ils passaient l'essentiel de leur temps au restaurant avec les clients ou à faire des sorties, etc. Ils passaient pas du temps effectif à travailler au sein de l'entreprise. En fait, leur travail, c'était faire du réseau social. Oui. Donc, Oui, c'est mais ça pas fait partie de forcément leur qu'ils passent. travail. C'est ça, c'est que c'est pas forcément des gens qui travaillent moins, mais c'est des gens qui dédient plus de temps de travail aux relations sociales. En fait, pour progresser dans la hiérarchie, je vais le reformuler, mais pour progresser dans la hiérarchie, il faut dédier plus de son temps à travailler ses relations sociales que à faire du travail effectif vis-à-vis d'un projet particulier. Ce sera plus comme ça que je le formulerai. Donc au final, il y a pas de problème parce que tu sais quand on tape, ou pour ceux qui nous écoutent, hein, je vous propose de faire l'exercice, écrivez juste sur Google quiet quitting et juste en écrivant ça, tu sais, c'est vu comme un problème. Mais là, de ce qu'on est en train de parler, il y a pas de problème à ça. De un, le quiet quitting, c'est juste faire son travail et en plus de ça, you c'est plus avantageux pour un individu et même pour l'entreprise de donner plus son 80 comme tu disais tout à l'heure, que de donner son 100. Donc pourquoi en voyant parce que je trouve que tout ce qu'on dit tout à l'heure, ça me paraît très logique, mais pourquoi est-ce qu'on arrive à, avoir un débat sur ce sujet de, bah, en fait, faut jamais, faire que ce qui est écrit sur son contrat de travail, mais toujours aller au-delà? Oui, après, ce que je disais au début quand même, c'est que on peut jamais faire que ce qui est écrit sur son contrat de travail, parce qu'il est suffisamment flou. C'est ni enfin, il y a une partie un peu volontaire, c'est-à-dire qu'on préfère laisser de la liberté pour dire, bah voilà, on définit de manière très large votre travail, mais on le définira jamais de manière précise d'un côté. Et de l'autre côté, tant mieux, parce que on a aussi nous envie d'évoluer et de proposer de nouveaux projets. Que si on nous dit voilà, ton travail c'est de faire telle tâche, telle tâche, telle tâche. Si tu as envie de faire une autre tâche parce qu'elle te paraît plus intéressante pour l'entreprise, autant que tu puisses la faire aussi. Donc, je suis pas en train de dire qu'il faudrait absolument être lié à son contrat de travail. Moi, c'est plutôt une idée de mentalité en fait. Hein. C'est vraiment la mentalité de individualiste de je dois absolument réussir ma vie grâce à mon travail. Et pour réussir ma vie grâce à mon travail, je dois entrer en rapport de force avec les personnes autour de moi, mes collaborateurs qui travaillent moins que moi en leur prouvant que moi je suis plus bosseur qu'eux, mes patrons en leur disant que moi je suis capable de faire plus que ce qu'ils me demandent, et parfois même des choses qui veulent pas forcément, parce que derrière, on en parlait d'ailleurs dans le podcast précédent hein, sur les cadres qui peuvent parfois dépasser leur importance dans la hiérarchie, qui mettent à risque le patron. Ben là, c'est exactement le même principe, c'est-à-dire que quand tu as un de tes collaborateurs qui en fait trop en tant que manager, la question qui se pose, j'ai d'ailleurs eu le cas dans une de mes dernières entreprises pour lesquelles j'ai travaillé, quand tu as un employé qui en fait trop, bah, finalement, quelle est la place du manager? Moi, j'avais le cas d'un employé de mon équipe en plus, qui avait en fait toutes les semaines, il avait une réunion directe avec le directeur pour parler de domaines de compétences qui affectaient toute l'équipe, sans que son manager soit au courant. Et donc finalement, cet employé-là, quand il faisait une réunion tous les mercredis avec l'équipe, c'est lui qui informait son propre manager de ce qui allait se passer. OK. Et tu Donc le vois, on a manager a aussi suivi souvent son rôle, puis lui, il a dépassé le rôle du manager au final. bah, il dépasse le rôle du manager si on dit que ce manager est là pour descendre de l'information du patron. Si on dit le rôle de ce manager, c'est de supporter l'équipe par dessous, c'est les types de leadership, euh, pourquoi pas? Mais là, c'était pas le cas dans cette équipe-là. C'était pas du tout le cas. Et puis c'était un manager qui avait pas non plus de fortes compétences en management et qui savait pas quoi faire dans cette situation-là. Le patron, il était content, enfin le patron, le directeur était content de mettre du flou là-dedans. Voilà, c'est tout un tas de situations
personnel. Ce que je disais dans le podcast précédent, c'est qu'on parle d'un esprit du capitalisme, mais derrière, ça se traduit dans des situations individuelles qui peuvent être toutes très différentes les unes des autres. Là, c'est une situation particulière. Mais c'est aussi intéressant de voir que parfois en faire trop, ça peut être bénéfique à toi en tant qu'individu, mais comme tu es dans un système qui est extrêmement compétitif, c'est toujours aux dépens des autres salariés et aussi de tes patrons. Et ce qu'il dit d'ailleurs dans son poste, il dit j'ai eu des patrons qui m'ont humilié, critiqué, qui m'ont fait me sentir mal, qui m'ont même fait pleurer. Ça, c'est son interprétation des choses. Ça se trouve, ça peut être tout à fait différent. Et il dit je ne les ai jamais laissés gagner. Donc on voit bien là qu'il a un rapport de force. Il dit je travaille pour moi, peu importe mon patron. Et ça c'est important parce que ce rapport de force, c'est vraiment dans une logique individualiste. Je suis pas là pour que l'entreprise réussisse. Et je suis pas non plus là pour que mes collègues bénéficient de mes compétences ou que faire fructifier des relations sociales. Je suis là pour moi réussir les projets sur lesquels je me suis engagé, peu importe qui y a autour de moi. C'est une logique très individualiste, ça. Mais c'est une logique qui est purement capitaliste. C'est la manière que l'on a aujourd'hui, qui est peut-être à l'extrême, mais la manière que l'on a aujourd'hui de penser nos relations au travail. Et justement, pour aller un peu plus loin que ça aussi, par rapport au quiet quitting, ce qui est écrit, ce qui est donné en conseil pour pas qu'on arrive dans cette situation-là, c'est, et puis là, c'est peut-être un sujet que tu as bien aimé, mais qu'on va plus en parler en profondeur dans les prochains épisodes qu'on va enregistrer ensemble, c'est qu'il faut créer une relation de confiance avec les personnes pour que justement elles se donnent tout le droit à fond, qu'elles soient engagées, parce qu'en fait, en parlant de quiet quitting, on parle aussi d'engagement dans l'entreprise, donc qu'elle soit plus engagée dans l'entreprise, de pouvoir d'avoir ce temps-là aussi de créer des relations sociales, d'avoir une relation de confiance avec le manager, et tout ça permet de pas quiet quitter et de donner son 100%. T'en penses quoi de ça, de ces conseils? C'est vraiment les conseils qui ressortent le plus souvent, c'est créer une relation de confiance, créer de l'engagement, motiver les personnes à pouvoir toujours se donner à l'entreprise et créer aussi du sens au travail. C'est les 4 points qui ressortent le plus. Je trouve qu'il y a une forte contradiction entre tous ces termes parce que pour motiver les personnes, il faut discuter avec elles. Ouais. Quand tu discutes avec elles, c'est du temps que tu travailles pas. Donc si tu te donnes à 100% dans ton travail, t'as pas le temps de discuter. Donc à un moment donné, non mais si t'as pas le temps, ça veut dire. Parce que je pense sincèrement, comme tu as dit tout à l'heure, en fait, discuter, ça fait partie de ton travail. Je pense pas qu'on s'attend à ce que tu fasses juste tes tâches. T'as pas de KPI. Comment? Le problème, c'est que t'as pas de KPI derrière. C'est-à-dire, on peut mesurer le nombre de mails que tu échanges. On peut mesurer le temps que tu passes devant ton ordinateur. On peut mesurer la vitesse à laquelle tu as répondu à un délivrable. Comment tu mesures que le temps que tu as mis à discuter avec quelqu'un va se traduire vers une meilleure productivité? Mais j'ai pas de réponse. En fait, on peut pas parce qu'en fait, la réalité, c'est que dans un certain nombre de cas, ça n'augmente pas ta productivité à court terme, ça va te l'augmenter à long terme. C'est-à-dire, quand tu discutes avec des personnes autour de toi, tu vas découvrir qu'en fait, encore une fois, je peux donner une situation personnelle, mais j'ai découvert sur le tard qu'il y avait une personne dans mon entreprise qui avait accès aux données centrales que j'aurais pu utiliser, par exemple, pour ma thèse. J'ai appris ça très tard. Ce que j'avais fait, moi, c'est que j'étais allé aux archives et que j'avais repris manuellement les données parce que je connaissais la personne des archives, parce que j'étais dans le bureau à côté. Sauf que ça m'a pris un temps. Et j'avais su qui était la personne. Et en fait, ça, tu le sais qu'une fois que tu as découvert que ça existait. Mais sinon, tu te dis, c'est du temps perdu de discuter avec un tel pour qu'il me présente un tel, pour qu'il me dise qu'un tel travaille ici, que l'autre est responsable de ceci, que l'autre est... Ça, c'est du temps que tu ne peux pas qualifier parce que parfois, ça va être une perte de temps parce que s'il y a pas de jeu de données et qu'il y a personne pour s'occuper du jeu de données, ça sert à rien de chercher. Mmh. Et parfois même, tu ne cherches pas, juste t'apprends à découvrir des choses avec les gens. Et puis parfois aussi, tu discutes juste pour créer un climat positif à ton travail parce que discuter avec des gens, c'est positif et ça te fait du bien. Parfois, t'es pas dans un bon mood et le matin, tu vas prendre un croissant avec un collègue, tu te sentiras mieux, tu seras plus productif pour ta journée. Et puis parfois, en fait, ça te crée des situations qui te permettent de devenir ami avec certains de tes collègues. Mais pour être ami, il faut être avec ses collègues pendant 3, 4, 5, 10 ans. Quand tu es sur des projets qui durent 2 ans, tu peux jamais être ami avec tes collègues. Et tu peux jamais créer cette atmosphère positive parce que tu sais que t'as pas envie de
de te lier d'amitié avec des personnes que tu sais que tu verras plus dans les prochaines années non plus. Donc en fait, il faut prendre en compte tout ce système derrière quand on parle de productivité et quand on parle de discuter, ça permet d'être plus productif. Oui, ça se mesure pas, ça a probablement des effets long terme, mais dans une situation où la plupart des projets sont court terme, est-ce que ça vaut le coup? Les employeurs globalement disent non, ça vaut pas tellement le coup. Est-ce qu'ils se basent sur des données tangibles pour ça? Probablement pas. Mais ça se discute quand même. C'est un sujet qui reste quand même à débat. J'ai autre chose à rajouter là-dessus. Avant de rajouter, je vais d'abord revenir sur une des choses que lui, il a dit. C'est que si, justement, on donne pas son 100%, c'est une façon déshonorante de travailler. À un moment donné, il dit cela signifie que si vous acceptez un emploi, que vous reposez sur vos lauriers et que vous contribuez à percevoir un salaire, comment est-ce que vous pouvez vous respecter vous-même? Comment est-ce que vous pouvez respecter cela? Et sachez que les meilleurs s'automotivent toujours. J'ai bien aimé j'ai bien aimé. Il est en contradiction avec ce qu'il a dit. J'ai pas bien aimé ce qu'il a dit. Mais c'est que par rapport à tout ce que tu nous as dit tout à l'heure, sur le fait de donner son 100%, qu'on devrait plutôt donner son 80%, qu'il faut favoriser les relations entre les personnes, que si on donne son 100%, tout le temps, on ne tient pas sur le long terme et qu'on a des projets à court terme, etc. J'ai l'impression qu'on est toujours dans une espèce de course interminable, qu'il y a beaucoup de personnes, du coup, si je peux dire ça comme expression, qui tombent au combat. Je sais pas si je peux vraiment dire ça comme expression, mais on va dire ça. Mais pour pouvoir contrer tout ça, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on va ramener des coachs dans l'entreprise, on va ramener plein de choses, en fait, qui sont pas forcément aidants pour ces personnes-là, sans penser à la base même de comment est-ce qu'on leur donne leurs tâches, des choses qui sont même hyper floues, et on va tout ramener à l'individu, et qui doit, en fait, au final, si ça marche pas, ben, c'est de sa faute. Et pour moi, ce que lui, il dit, ben, c'est aussi un peu ça, c'est que si là, t'es pas bien et t'es dans un contexte qui est pas bien, ben, en fait, motive-toi toi-même, trouve les solutions toi-même et débrouille-toi. Et pas remettre en question le secteur dans lequel il est, enfin, pas l'atmosphère, J'aurais l'environnement dit le dans lequel système. il est, J'aurais dit le système. le système dans lequel il est. Encore une fois, moi je trouve c'est très dangereux de moraliser le travail. C'est-à-dire de dire il y a des choses, il y a des activités que tu vas faire dans ta vie qui sont bonnes, il y a des activités qui sont moins bonnes, il y a des activités qui sont meilleures que d'autres. Et parmi toutes les activités que tu peux faire dans la vie, les meilleures sont celles que tu feras au travail. Ça, c'est ce qu'il dit. C'est ce Ah, ok, qu'il dit. j'essaie de comprendre ce que c'est. Attends, comment ça? Mais ok, oui, c'est ce qu'il dit, ok. Oui, c'est ce qu'il dit. Et moi, je trouve ça très dangereux parce que tu peux te réaliser dans ta vie différemment. Et surtout, il y a des choses que tu feras dans ta vie qui ne sont pas dans le travail et qui vont t'apporter beaucoup de choses au travail. Du management, de la gestion, avoir des enfants, ça t'apprend à gérer des choses et ça t'apprend à tenir un calendrier, et ça t'apprend plein de trucs en fait super intéressantes qui te serviront dans ton travail. Tu fais une profession de cadre ou de profession intellectuelle. En dessous, si tu fais de la manutention ou quoi, peut-être que ça t'apportera moins. Mais si tu fais des activités manuelles, ça peut t'apporter des choses dans la manutention. Si tu fais des activités manuelles, genre du bricolage à la maison, etc., ça peut aussi t'apporter des choses. En fait, il y a plein de choses à l'extérieur du travail qui sont très intéressantes. Une autre question à se poser, c'est est-ce que les individus ont besoin de s'autoréaliser? Je veux dire, c'est une vraie question à se poser, quoi. Est-ce qu'on a besoin systématiquement d'être plus performant, peu importe ce qu'on fait, que ce soit au travail ou pas au travail? Pas forcément. Je veux dire, on n'est pas obligé de mettre de la valeur. Tout ça fait parce que en ce moment, peut-être depuis quelques années, ce que s'entend surtout, c'est devenez la meilleure version de vous-même, et surtout au travail, on entend ça partout. Donc, la question de Ouais, la sans jamais tellement le définir déjà. Parce que la meilleure version de soi-même, ça peut être la version qui regarde Netflix toute la journée. Pourquoi ça ferait pas autre chose? Voilà, on peut se poser la question. Donc attends, c'est moraliser le travail déjà, c'est donner une valeur morale au travail, dire que le travail, c'est ce qui nous permet de mieux nous réaliser, de devenir la meilleure version de nous-mêmes. On le devient grâce au travail. Et si on ne réussit pas, on va moraliser le manque de réussite. D'ailleurs, c'est intéressant parce que tu as utilisé le terme faute. C'est-à-dire, le projet n'a pas échoué, c'est les individus
dont c'est la faute d'avoir fait rater le projet. Mmh. Tu vois, rien que, enfin, moi j'aurais dit la même chose. Tu vois, on est vraiment euh, câblé pour penser ces choses-là, quoi. C'est vraiment notre environnement, notre système, notre culture nous amène à dire si le projet réussit, c'est grâce à notre effort, notre travail, etc. Si le projet a échoué, c'est notre faute. On est responsable de ça. Et donc on est encore sur une responsabilité individuelle. Non, en fait, si le projet a réussi, c'est peut-être aussi parce que le cadre était bénéfique, que le système était bénéfique pour le faire réussir. Peut-être que de base le projet était pas si difficile. Peut-être que le projet, on a mis en sorte de mettre les conditions qui permettent de le réussir. Et peut-être que si on a échoué, bah, c'est que ces conditions n'étaient pas réunies. Et pourquoi ce serait la faute des individus qui ont participé à ce projet et que le projet n'est pas réussi? Peut-être aussi que C'est plus facile, au moins ça remet pas en question tout le système. bah, c'est ça. Et c'est de ça dont il faut forcément parler. C'est que le quiet quitting en tant que tel pose question vis-à-vis du système dans lequel il est. C'est qu'en fait, dans un système dans lequel on s'attend à ce que les individus fassent un travail qui soit correct, bah, le quiet quitting n'est même pas une question. C'est pour ça d'ailleurs qu'il dit avant, on n'utilisait pas le terme, mais on n'utilisait pas le terme parce qu'on n'avait pas besoin. Mais dans un système aujourd'hui, on a des attentes irréalistes envers les projets. On a besoin de termes comme le quiet quitting pour expliquer pourquoi les projets n'arrivent pas à bien. Attends, alors du coup, tu dirais qu'aujourd'hui, on a des attentes irréalistes et c'est pour ça qu'on a ce terme-là pour pouvoir définir ce que les gens font. Exactement. Alors qu'avant, tu penses pas qu'on avait des attentes qui étaient irréalistes? On n'avait pas de projet. En fait, quand tu penses pas la notion de projet, quand tu penses ton travail comme quelque chose de long terme, tu te dis pas, OK, les personnes vont devoir surpasser dans le prochain projet, vont devoir surpasser leur performance actuelle. Dans le deuxième étude du capitalisme, un cadre, quand il travaillait, on demandait pas à ce cadre de travailler 50% de plus la fois d'après. En fait, d'ailleurs, même sans parler des cadres, quand tu fais de la manutention, quand tu es sur une chaîne de travail et que le cadre va travailler pour améliorer les performances de la chaîne de travail, jamais il va dire, bah, il faut que cet individu-là utilise ses mains pour aller beaucoup plus vite. Non, la question qui va se poser le cadre, c'est est-ce que je peux changer les machines pour que ça aille plus vite? Est-ce que je peux changer la disposition des individus pour que leurs gestes leur permettent d'être plus efficaces? Et en fait, il n'y a pas de notion individuelle à ce niveau-là. C'est tout le processus. Tu essayes de casser un morceau du processus pour essayer de l'améliorer et de le rendre plus efficace. Mais jamais tu vas cibler un individu particulier. Donc, tu Alors, penses un processus, tu penses pas à un projet dans lequel on insérait des bouts de processus. Aujourd'hui, quand tu penses à des projets, tu penses à des individus, tu as moralisé le projet. Une chaîne de montage, il n'y a pas de morale derrière. Mais un projet qui est mené par des êtres humains, il y a une morale, il y a un processus moral derrière. Et ce processus moral, il amène à ceux qui réussissent à passer de leurs fautes. Ceux qui réussissent, bah, c'est grâce à eux. Et on peut j'ai le terme en anglais, mais j'ai plus le terme en français, praise. On peut féliciter et les féliciter, ouais, les congratuler. plus, ouais. euh, pour leur réussite. Alors que bah, quand tu es sur une chaîne de montage, la réussite, c'est juste le processus. Tu ne rejettes ni la faute sur les individus, ni tu ne les congratules pour la réussite non plus. De même que pour un cadre qui va améliorer le processus, parce que son objectif long terme, c'est d'améliorer les processus. Et dans ce cas-là, euh, est-ce que tu penses que le quiet quitting, tu sais, parce que là, on voit l'évolution là, que tu viens d'expliquer de pourquoi est-ce qu'avant on n'utilisait pas, puis maintenant on utilise ce terme. Est-ce que tu penses que là, on va vers quelque chose où on va inverser tout ça hiérarchiquement parce que on se pose maintenant des questions sur le travail, sur nos façons, on repense nos façons de travailler, ou est-ce que ça va plus s'intensifier ces façons de contrôler le travail, de contrôler les individus et de rester dans ce système-là? Comment est-ce que tu vois ça? Moi, j'ai l'impression que ouais, je suis pas tellement à l'aise avec cette question parce que de plus en plus, on fragmente les typologies de travail. Tu vois, on disait dans l'épisode précédent, il y avait les cadres et les employés. Aujourd'hui, on a les managers de proximité, les ingénieurs, les employés, les professions, les professions à temps partiel, les stagiaires. On a plein de types de professions différentes. Et je pense qu'il faudrait appliquer cette question à chaque strate du travail entre ceux
qui vont avoir une position stable dans une entreprise, ceux qui n'ont pas de position stable dans l'entreprise, ceux qui ont une position extrêmement instable. Et globalement, en fait, plus t'es précaire, plus on va te reprocher du quiet quitting, même quand on fait plus que nécessaire. Plus t'as une position stable dans l'entreprise, moins on peut te le reprocher parce que plus on se dit, de toute façon, tu fais un travail qui est long terme. Je pense que ce serait plutôt ça, cette manière de penser. Et effectivement, si on veut politiser un petit peu le podcast, étant donné qu'on voit bien qu'il y a de plus en plus de professions précaires et qu'on précarise de plus en plus des professions qui sont censées être stables, effectivement, ces termes-là risquent d'être de plus en plus importants, ce qui est problématique parce que c'est une manière de voir le travail qui la moralise fortement et qui épuisera de plus en plus de monde, tout en laissant plein d'autres personnes sur le carreau. Parce qu'en fait, ce qu'il faut aussi dire, c'est qu'on peut toujours avoir une vision individuelle des choses et une vision systémique. Plus il y a d'individus qui travaillent beaucoup, moins au total il y a d'individus qui peuvent travailler, parce que plus ils s'accaparent le travail qui aurait pu être aussi fait par d'autres personnes. Je prenais l'exemple de la personne qui se fait remplacer par 2 personnes. Si ces 2 personnes avaient pu travailler dès le départ, on serait pas là. Aujourd'hui, quand on voit qu'il y a énormément de métiers qui en plus se font remplacer par les intelligences artificielles, etc., ça crée encore plus de compétitivité sur le marché de l'emploi que ça pouvait en avoir avant, Ouais. dans certains secteurs aussi. Ouais, mais c'est ça un autre sujet, parce que je dirais que, tu sais, les métiers se transforment. C'est pas ça qui va forcément piquer le Non, mais travail. C'est juste les métiers. le sujet, c'est que plus il y a de compétitivité, plus on va choisir des personnes qui sont malléables, qui vont travailler plus, qui vont travailler plus longtemps, qui vont faire plus de tâches pour le même salaire. Et donc, plus ces notions de quiet quitting vont être importantes pour ces métiers-là, parce que ça permet de justifier le fait que l'on préfère certaines personnes à d'autres, ou que l'on préfère prendre une personne qui s'épuise au travail plutôt que 2 personnes qui s'épuisent pas au travail. Ce que je trouve aussi intéressant dans comment est apparu le quiet quitting, c'est, on en a beaucoup parlé juste après le Covid, de ce terme-là, de quiet quitting, parce qu'on se disait, ok, ben, les gens, en fait, ils ont appris à penser à autre chose que le travail, à voir qu'il y avait autre chose, à vraiment prendre du temps pour eux et pas de mettre leur 100% que au travail, mais aussi, ben, dans d'autres activités. Euh, et ce qui est intéressant avec le Covid, c'est qu'on a mis toutes ces personnes-là en télétravail, que ça a bien fonctionné, on parlait de confiance tout à l'heure, et que là, maintenant que c'est fini, qu'on n'est pas obligé de rester cloîtré chez soi, on ramène tout le monde, en fait, on oblige les personnes à revenir au bureau. Mm. Et je pense que c'est aussi là-dedans que le quiet quitting est apparu, c'est parce que là où on a fait confiance aux personnes pour pouvoir continuer à faire fonctionner les entreprises, donc de travailler de chez elles, leur dire, ok, bon, on surveille plus le travail parce qu'on n'est pas là à surveiller quand tu es chez toi le travail. Et ben en fait maintenant, on leur enlève cette confiance-là. On leur oblige à revenir au bureau. Et je me dis que peut-être que cette définition, enfin, de quiet quitting est venue là aussi, de dire, bah, en fait, si on m'avait fait confiance, puis là, on me refait plus confiance, à quoi ça sert que je continue à me donner, à 100% au final? Moi, déjà, je pense que d'un point de vue de la confiance, c'est discutable de dire qu'on leur a fait confiance quand ils n'ont pas eu le choix que de faire confiance. C'est-à-dire quand le gouvernement dit vous n'avez pas le choix, toi tu peux transformer le je n'ai pas le choix en t'inquiète, je te fais confiance, va travailler. Oui. Oui. C'est pas parce qu'ils disent qu'ils font confiance qu'ils font nécessairement confiance. Moi, je trouve que ça montre surtout qu'il y a un rapport de force et que aujourd'hui, il faut que les cadres, les professions intellectuelles prennent conscience de ce rapport de force en comprenant que il est toujours à sens unique et que c'est toujours l'employeur qui est plus puissant que eux et que quand l'employeur leur dit vous inquiétez pas, on vous fait confiance, faites ce que vous voulez, à tout moment il peut dire le contraire. Et Mais que là, t'as s'il pas dit l'impression, parce que, quoi, ouais, vas-y. est-ce que là, t'as pas l'impression qu'on diabolise quand même l'employeur? Quand on parle de rapport de force, on diabolise pas, on parle juste d'une réalité. C'est que quand tu es employé et qu'on te dit, bah en fait, si t'es pas content des nouvelles directives, tu peux partir. T'as un rapport de force, c'est tout. Je veux dire, quand tu dis à un enfant, tu fais ce que tu veux, mais si tu fais ça, t'es puni. Tu diabolises pas le parent. Tu dis juste, c'est un fait. Le parent a une capacité coercitive sur son enfant. Donc
en fait, c'est pareil. Quand tu parles de diaboliser, tu mets une valeur morale sur quelque chose qui est descriptive. Je veux dire, factuellement, quand l'employeur dit faites ce que vous voulez si vous voulez travailler de chez vous et que derrière il dit on n'accepte plus que vous travaillez de chez vous, vous revenez et si vous n'êtes pas d'accord, vous partez. C'est juste ce qui se passe. C'est pas de la diabolisation. Maintenant, la diabolisation peut se faire quand on commence à dire les raisons pour ceci et qu'on trouve des mauvaises raisons. Le fait est qu'il y a un rapport de force. Et il y a un rapport de force. Et il y a un rapport de force parce que il y a plus de possibilités de trouver facilement d'autres employés que c'est facile pour les employés de trouver d'autres patrons. C'est typiquement juste le marché de l'offre et la demande, en fait. C'est aussi simple que ça. Et donc, dans un cadre comme ça, le quiet quitting, il est intéressant à utiliser pour les patrons qui sont en position de force pour dire, ben, ces employés-là ne nous conviennent plus. Donc, la question, c'est pourquoi on utilise cette notion, pourquoi on a besoin de cette notion et qui la définit et comment. Moi, je dis, le quiet quitting, il est défini vis-à-vis des attentes des employeurs qui ont des attentes qui sont souvent irréalisables pour de la part des employés parce que leur objectif c'est évidemment toujours que les projets se fassent le plus rapidement possible avec le minimum de moyens possible, ce qui est normal dans une logique capitaliste. Encore une fois, hein, il y a rien de diabolisant là-dedans. C'est juste que si tu veux gagner de l'argent, il faut le faire en dépensant le moins possible et en espérant le maximum de profit. Point. Donc les projets sont la plupart du temps irréalisables et donc on a besoin pour les nouveaux projets, de s'assurer que les personnes dont on juge qu'elles travaillent le moins bien efficacement puissent partir pour qu'on profite des personnes qui seraient les plus efficaces pour les prochains projets. Et pour moi, on a un problème de toute façon dans tout ce qu'on dit là, c'est le problème de mesure. Comment je pense qu'on n'a pas les bonnes KPI pour pouvoir mesurer ça. Comment est-ce que tu mesures quelqu'un qui travaille vraiment bien? Sur quoi est-ce que tu te bases? Parce que tu sais, il y a plein de choses qui se voient pas. Ça se mesure pas les relations sociales que tu crées, ce que tu as dit tout à l'heure avec les personnes. Et pourtant, ça peut apporter beaucoup plus à l'entreprise. Il y a des choses selon le travail que tu fais que tu peux. Oui, il y a des travails où tu peux voir si tu fais vraiment un excellent travail ou pas de quelle façon. Il y a des choses aussi où tu peux pas voir. Et alors c'est intéressant aussi parce que tu dis. Alors bon, déjà première chose et ça c'est vraiment essentiel, c'est est-ce qu'on veut que l'employé il apporte quelque chose à l'entreprise à court terme ou à long terme. Et les employeurs, globalement, disent ce qui nous intéresse maintenant, c'est que du court terme. Ce qui est vraiment déjà une question. Et le deuxième point qui est important, et je pense que ça n'a pas été souligné par l'article que tu as lu au début de l'épisode, qui pourtant, pour moi, me paraît essentiel, c'est quand tu travailles beaucoup, est-ce que tu travailles vraiment pour l'employeur? Et ça, c'est hyper important parce que souvent, quand tu travailles beaucoup, tu travailles, toi, ton objectif en tant qu'individu, c'est de te réaliser. Et pour te réaliser, il faut que tu réussisses le projet pour l'employeur. Mais il faut aussi que tu développes des compétences, que tu développes des relations sociales qui parfois vont être néfastes pour l'employeur. Parce que le temps que tu développes ces compétences, le temps que tu développes ces relations sociales, ce n'est pas nécessairement pour l'employeur. Parce que toi, en tant qu'individu, tu travailles pas tu travailles pour ton employeur pour le projet, mais tu travailles pas nécessairement que pour ton employeur. Je parlais du cas de l'employé qui va avoir une relation directe avec le directeur, qui va du coup poser des problèmes à son manager, qui derrière va poser des problèmes de communication, qui derrière va poser des problèmes de légitimité, qui derrière va poser des problèmes de communication au sein de son équipe et qui finalement va être néfaste pour l'entreprise, mais qui va être extrêmement bénéfique pour cet employé-là, qui peut-être va pouvoir avoir une meilleure promotion, qui va peut-être avoir, etc. Donc, il faut aussi se dire que cette notion de en faire plus, elle est difficilement mesurable, mais surtout, il y a forcément des points négatifs à ça. Parce que plus on dit aux employés, vous êtes en compétition avec les autres, donc vous devez donner le meilleur de vous-même, plus il va donner le meilleur de soi-même, mais pas forcément pour l'entreprise. Est-ce que c'est vraiment un problème si toi, tu veux te réaliser pour toi-même? Tout dépend. Alors, tout dépend si c'est pour toi ou si c'est pour l'employeur. Si en tant qu'employeur, si tu dis je veux que tous mes employés donnent le meilleur d'eux-mêmes, tu vas avoir un problème. Ouais. Parce qu'ils vont s'entretuer. Ah oui. Complètement. En tant qu'employeur, si tu te dis je veux donner le meilleur de moi-même dans mon entreprise,
tout en ayant cette logique que je veux réussir les projets plus changer d'entreprise, puis réussir des projets plus changer d'entreprise, qui est globalement, en fait, ça va être aussi néfaste parce que c'est ce qu'on disait avec l'histoire de la fréquence cardiaque maximale, c'est que tu vas t'épuiser et que finalement, donner le meilleur de soi-même sur 30 ans, c'est pas la même chose que donner le meilleur de soi-même pour un projet de 2 ans. Sauf que dans notre système actuel où on travaille sur des projets de 2, 3, 5 ans, puis tu dois donner le meilleur de toi-même 2 ans, puis donner le meilleur de toi-même 3 ans, puis donner le meilleur de toi-même 5 ans, tu t'épuises. Il y a le cas, par exemple, moi je connais bien le domaine du jeu vidéo, par exemple. Le domaine du jeu vidéo, c'est un domaine dans lequel tu commences, tu es dans une phase d'idéation. Donc, tu as les concepteurs, tu as les équipes dirigeantes qui se disent on va faire un jeu vidéo, on va plancher un petit peu dessus. Les développeurs, ils bossent pas pendant ce temps-là. Ok, ça dure pas longtemps, hein, ça dure 3 semaines, 1 mois. Puis après, on dit aux développeurs, allez, on va créer un prototype. Ils créent un prototype. C'est du travail correct, tu vois, ils donnent à 80%. Et après arrive une phase à laquelle on leur dit, ok, le prototype est viable, faut qu'on sorte le jeu. Et là arrive une phase qu'on appelle le crunch. Dans cette phase de crunch, il y a plus de loi, c'est le no man's land. Tu peux travailler, au Japon c'est terrible parce qu'ils travaillent 20 heures par jour, ils dorment sur leur siège, enfin, c'est des trucs terribles. En France, c'est évidemment un peu plus régulé. Aux États-Unis, c'est une catastrophe. Au Canada, c'est une catastrophe. C'est des phases terribles. Et on leur dit, vous inquiétez pas, c'est ce qui va permettre de sortir le jeu le plus vite possible. Et après, vous vous reposerez. Effectivement, ils se reposent combien de temps? Les 3 semaines d'idéation dont on a parlé au début. Sauf que cette phase de crunch, elle peut durer 6 mois, elle peut durer 1 an, elle peut durer 2 ans. Et ce qui se passe, c'est que certaines fois, pour des gros projets, les gens sont tellement épuisés, tellement dégoûtés qu'en fait, ils arrêtent complètement de faire du jeu vidéo. Et aujourd'hui, on se retrouve avec une crise. Alors bon, je vais pas rentrer dans les détails de la crise du jeu vidéo, mais on se retrouve dans une crise où les entreprises sont obligées, parce qu'il y a plus de financement, elles sont obligées de licencier. Et en fait, elles licencient les gens qui ont le plus de compétences. Et donc, on va se retrouver dans les prochaines années avec des jeux vidéo faits par des personnes qui sont évidemment extrêmement malléables et extrêmement motivées parce que ce sont des jeunes personnes dynamiques qui disent je vais avoir accès à des projets incroyables, etc. Mais en fait, elles ont accès à ces projets-là parce que les personnes qui avaient les compétences de les faire ne vont plus être capables de les faire. Et donc, on va demander à ces personnes qui n'ont pas de connaissances de faire aussi bien que des personnes qui avaient les connaissances mais qui sont parties parce qu'elles ont été dégoûtées. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que vraiment, aujourd'hui, la crise que l'on voit dans le jeu vidéo est une représentation claire et nette du problème associé au fait de se donner à 100% parce qu'on est passionné. On est tous passionnés du jeu vidéo quand on travaille dans le jeu vidéo, mais en fait, on reste que 2 ans et après, on fait un burn-out et on va travailler ailleurs. Est-ce que c'est vraiment ça qu'on a du métier et puis on fait plus et puis ouais. Moi, je pense que il faut se donner à 80% et durer 30 ans dans le métier et toujours, dans ces 80%, garder du 20% d'idéation, de créativité, d'amélioration et donner. Ok, on se donne à 60% dans son travail, on se garde 20% pour améliorer et puis réfléchir ensemble à comment on fait mieux les choses et on se garde 20% pour tenir sur la durée. Je pense que c'est la meilleure manière de faire en tant qu'individu. Donc concrètement, ça donnerait quoi? Imaginons, là, on se donne à 60%, donc ça voudrait dire on fait son travail, donc des tests qui nous attendent de nous. On a aussi dans ces journées de travail des moments où on lit, on fait on entretient nos relations sociales, et un autre 20% où on prend aussi du temps pour ça, on fait pas des heures sup à gogo, et ça serait ça. Je pense que déjà, ce qu'il faut dire, c'est que on n'a pas tous les mêmes attentes, on n'a pas tous les mêmes volontés. Tu vois, typiquement, il y a la question en France de faire ces semaines de 35 heures en 4 jours ou en 5 jours. Il y a des gens, ils se disent en 4 jours, c'est faisable. Il y a des gens, ils disent, mais moi, en fait, je serais épuisé en 4 jours. Après, il y a la question, on peut se dire, du coup, est-ce qu'on ferait pas 32 heures en 4 jours au lieu de 35 heures? Bon, ça, c'est une autre question. Mais je veux dire, ce que j'essaie de dire là, c'est, je pense pas qu'il faille donner de règles parce qu'il y a tellement de différences interindividuelles. Tu vois, il y a des gens, ils adorent discuter, il y a des gens, ils aiment pas discuter. Il y a des gens, ils ont besoin pour être bien dans leur journée d'avoir un temps off où ils lisent. Mais il y a des gens, ils aiment pas lire. Il y a des gens, ils aiment bien jouer aux jeux vidéo. Et puis il y a des gens, ils veulent faire une sieste au travail. Pourquoi on peut pas faire de sieste au travail? Il y a des gens, voilà, moi je sais pas faire de sieste, donc ça me servira à rien. Mais il y a des gens, ils veulent faire des siestes au travail. Donc en fait, je pense pas qu'il faille trouver une solution unique. Les employeurs adorent les solutions uniques. Hein. C'est pour ça qu'ils disent, si mes employés vont mal, on leur fait à tous un cours de yoga. On leur fait à tous du massage ou je ne sais trop quoi. Parce que c'est facile, tu sais, c'est difficile de dire, ok, mais on fait comment en tant qu'entreprise pour s'adapter à chaque individu? C'est pas parce qu'ils n'ont pas confiance.
Le problème, c'est qu'ils n'ont pas confiance dans les individus. Si tu as confiance dans les individus, tu leur dis « Ok, gérez votre temps comme vous voulez et gardez un petit peu de temps par jour pour faire autre chose. » En se disant, mais du coup, comme ils seront plus efficaces sur le temps où ils resteront, bah ça n'impactera pas la performance, voire même ça impactera positivement la performance. Mais comme ils n'ont pas confiance dans les employés, ils se disent non, on préfère tout contrôler et dire, OK, on dédie nous-mêmes un temps précis aux employés pour qu'ils fassent ceci. Et là, ils peuvent contrôler parce qu'en plus, ils savent qui y va, qui n'y va pas, etc. Donc, t'as un KPI derrière. On est toujours sur cette notion de confiance. Hein. Je sais bien que quand on attaquera le podcast de la confiance, ça va être terrible. Mais Et ça va être terrible, surtout que là, on s'est dit, on va faire un 30 minutes. On a essayé de tenir les 30 minutes, ça n'a pas fonctionné. Alors, imaginez qu'on va faire le podcast sur la confiance, mais ça va être très intéressant. De toute façon, j'espère en tout cas que vous ennuyez pas. Moi, j'ai beaucoup de plaisir à échanger là-dessus. Puis surtout, c'est des choses auxquelles de toute façon, c'est le but de cette série d'épisodes d'opinion impopulaire, d'avoir aussi ces réflexions qui changent aussi de ce que vous pouvez lire habituellement. Et pour finir, parce qu'on essaie quand même sur ces 30 minutes qui ont déjà dépassé, il y avait une dernière phrase que tu avais soulignée. C'était à la fin du texte, la personne dit « Et les démissionnaires ne gagnent rien ». Et je sais que tu avais quelque chose à rajouter là-dessus. Oui, c'était un petit tacle parce qu'il dit les démissionnaires. Il dit en gros durant tout le texte, moi j'essaye d'être mieux que les autres, d'être plus fort que les autres. Et ceux qui font du quiet quitting, qu'est-ce que vous avez à part un salaire? Et là il dit et les démissionnaires ne gagnent rien. Et j'aurais envie de lui répondre ils gagnent déjà un salaire. Est-ce que c'est pas déjà suffisant? Tu peux pas être aussi contradictoire dans ton texte. Donc oui, non, c'était surtout ça. Et je trouve que globalement dans son texte, quand il parle durant tout le texte de quiet quitting sans le définir et sans dire qu'en fait son problème à lui c'est comment les gens définissent ce que veut dire faire son travail et que lui pour lui faire son travail c'est s'épuiser au travail alors qu'en fait faire son travail ça peut juste être faire son travail normalement. Et ça conclut bien ça. J'ai même rien à rajouter là-dessus. Ça conclut vraiment bien notre sujet. J'espère en tout cas que vous qui nous écoutez, ça a poussé vos réflexions. S'il y a d'autres choses que vous voulez rajouter, n'hésitez pas à nous les partager, à écrire à Adrien, à nous les mettre en commentaire. Donc ça nous fera super plaisir. Vous avez vu, on adore ça, pousser les réflexions un peu plus loin. D'ailleurs, la semaine prochaine, on revient et cette fois, on va parler de souffrance au travail. Donc ça va être aussi un sacré sujet à discuter. Et puis c'est ça, on se retrouve la semaine prochaine dans cette série d'épisodes avec Adrien Fillon. Et encore merci Merci pour l'invitation.